Chers amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Fréquence Orage d'Acier consacrée à Pour un nationalisme du XXIe siècle. Autour de la table, Alexandra Preval, Bonsoir. Mathieu, Bonsoir. Julien Bonsoir. et Chinois. Oui, bonsoir. Avant d'aborder cette émission, je voudrais faire une remarque de vocabulaire. On entend souvent dire que le mot nationalisme serait trop marqué par son histoire, trop disqualifiant en raison de l'histoire du nationalisme au XXe siècle, immédiatement assimilé à des régimes comme le nazisme ou le fascisme. Je voudrais tordre le cou à cette idée reçue, car en effet, si on commence à reculer sur les mots, alors qu'en sera-t-il sur le terrain militant ? Je crois qu'on ne peut pas combattre sans nos armes, on ne peut pas combattre sans notre propre vocabulaire. Or, il me semble que ce mot de nationalisme, ce beau mot de nationalisme, comme disait Maurras, n'est pas un mot fini. Il a un avenir, il aura même un avenir très prometteur, puisqu'on compte aujourd'hui plus de nations inscrites à l'ONU qu'au moment de la fondation de l'ONU en 1945. Les patries ne cessent de se multiplier, le sentiment patriotique ne cesse de s'approfondir un peu partout dans le monde. On connaît des aspirations aussi à la création d'États nouveaux. Je pense par exemple à l'Ukraine, mais on pourrait parler d'autres cas. Un cas plus ancien comme la Croatie ou précédemment encore le cas du Timor oriental. Ce beau mot de nationalisme, en fait, ne renvoie pas aux mêmes notions que le patriotisme. Le patriotisme renvoie à la terre des pères, la terre charnelle, la terre physique, avec ce qu'elle supporte sur elle, c'est-à-dire les constructions des générations qui nous ont précédés. Le patriotisme renvoie à un sentiment d'attachement à la terre des pères, tandis que le mot nationalisme renvoie, lui, à une idée, ou plus exactement à une pratique, à un art. C'est un art politique qui est en fait la défense des intérêts de la communauté nationale en temps de paix, de tous ses intérêts, de ses intérêts matériels, donc du territoire. Donc il recouvre le patriotisme, mais il le dépasse largement puisqu'il consiste justement à défendre aussi tous ces aspects plus spirituels, plus culturels, civilisationnels, linguistiques. Et surtout, le patriotisme est souvent une vertu qu'on voit s'illustrer en temps de guerre. Tandis que le nationalisme, c'est justement l'art du gouvernement qui met avant toute chose les intérêts de la nation en temps de paix. C'est en ce sens que Maurras disait qu'il était nationaliste, dans le sens de la défense des intérêts matériels et immatériels de la patrie en temps de paix. On voit bien qu'il s'agit de deux sentiments non pas contradictoires, mais enfin qui désignent deux choses assez distinctes. Le nationalisme s'occupe de l'ensemble de l'héritage et du projet national dans son déroulé historique, tandis que le patriotisme, c'est plutôt, comme je le disais, de l'ordre du sentiment. Alors moi je suis un patriote, mais évidemment pas au sens de 1789, encore moins de 1793. Le mot patriote sera utilisé par les révolutionnaires pour désigner en fait les partisans des idées nouvelles. Le nationaliste sera le mot utilisé par les ennemis de la tradition pour désigner ceux qui représentaient le monde ancien, celui d'avant les idées nouvelles, celui d'avant les idées révolutionnaires. D'une certaine façon, les partisans du monde de la tradition, du monde de la transmission, du monde de l'expérience, se seront vus donner le nom par leurs ennemis eux-mêmes. Et je dirais que c'est un titre de gloire que d'être un nationaliste, de défendre sa patrie. Je donnerai deux exemples avant de passer aux échanges. Au moment de la dictature soviétique sur l'ensemble des républiques soviétiques avant la chute du mur de Berlin en 1989, on a vu une résurrection du sentiment national derrière le rideau de fer. Aussi bien dans les pays d'Europe centrale, dans la Mitteleuropa, que dans les pays baltes, qu'en Afghanistan au moment de la confrontation avec l'armée soviétique. Et c'est par la fréquentation des combattants afghans que les Baltes de Lituanie, d'Estonie, de Lettonie ont retrouvé le sentiment d'appartenance à leur petite patrie menacée, disparue même. Et c'est par la lutte d'hommes libres contre l'impérialisme soviétique, par cet exemple, que les Baltes ont retrouvé leur sentiment national et que le système soviétique a commencé à craquer dans les brumes de la Baltique. De la même façon, le sentiment patriotique a été le moteur de la lutte contre tous les totalitarismes au XXe siècle, que ce soit les nationalistes polonais contre les nazis comme contre les soviétiques, que ce soit les patriotes ukrainiens, que ce soit les patriotes français. Tous ceux qui se sont engagés pour la défense et la libération de leur patrie face aux monstres totalitaires l'ont fait sous les couleurs nationales. Et si nous avons choisi d'intituler cette émission Pour un nationalisme du XXIe siècle, c'est parce qu'il y a aussi des choses qu'il s'agit d'abandonner. Nous l'aborderons au cours de ces échanges. Alexandra Preval.
Au XXIe siècle se profile plutôt l'universalisme, le mondialisme, l'impérialisme, pour reprendre les mots de certains commentateurs. On a beaucoup reproché au nationalisme, au pluriel, du XXe siècle, d'être la cause des guerres. Pourtant, aucun n'est strictement la cause de guerre, c'est plutôt l'universalisme, le mondialisme ou l'idéologie qui a été à la racine des grands conflits du XXe siècle, comme ils sont à la racine des grands conflits qui s'annoncent au XXIe siècle. Prenons quelques exemples. Le nazisme, le plus évident, le plus rabâché. Le nazisme n'est pas un nationalisme. Le nazisme est un racialisme idéologique. Il est donc une forme d'universalisme. Le communisme est bien évidemment un universalisme. Il n'est pas un nationalisme. Au contraire, il veut mettre à bas les nations par son internationalisme. Le capitalisme, fauteur de guerre à cause de la crise de 29, le capitalisme est à l'origine, par sa prédation internationale, son internationalisme même, son matérialisme radical, ils sont à l'origine des guerres et des troubles. Au XXIe siècle, quels sont les périls ? Le communisme un peu, le mondialisme beaucoup, l'islam, ça se discute, mais lui aussi est une idéologie à vocation mondialiste et universaliste. Je ne dis pas que les nationalismes dans leur ensemble ont été exempts de tout défaut, il y en a, il faut le reconnaître, mais ils ne sont pas à l'origine des grandes catastrophes, des grands troubles mondiaux. Les fascistes italiens, espagnols, roumains ne sont pas, même s'ils ont pu y participer, encore que les Espagnols n'ont pas participé à la guerre, ne sont pas à l'origine des guerres, personne ne le conteste. Voilà pour le tableau, très rapidement en début d'émission. Juste pour rebondir sur cette idée du nazisme, le nazisme est un impérialisme d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce qui est créateur de conflits, c'est lorsque l'on franchit la frontière, qui, comme le dit Régis Debray, est toujours une marque de l'humilité. On ne gouverne pas sur la terre entière. Avoir une frontière, ce n'est pas seulement interdire à tel ou tel de rentrer chez vous, c'est aussi dire chez moi, c'est jusque-là, et ce n'est pas au-delà de cette limite. C'est aussi une manière de se limiter soi-même. Et le nazisme, en voulant remettre en cause l'ensemble des frontières de l'Europe, a créé le conflit par la remise en cause du principe de l'intangibilité des frontières. Alors, oui, c'est tout à fait juste. C'est vrai dans le sens où l'impérialisme, l'empire, a toujours une vocation universelle. C'est ce qui distingue l'empire du royaume. Nous défendons ici le royaume de France, le précaré qui ne serait débordé en dehors de ses frontières naturelles et de ses intérêts propres. Mais l'empire est une construction politique. Le nazisme est une construction idéologique. L'empire, c'est un outil. L'empire romain, même s'il a une vocation universelle, c'est un outil essentiellement politique qui répond aux contraintes politiques, géopolitiques, économiques du temps. Mais lui-même avait des frontières. Lui-même avait des frontières, le fameux limes, qui donne le limes, la limite, hein, qui sépare le monde romain du monde barbare. Nous cherchons aujourd'hui ces frontières qui n'existent plus. Simplement, c'est la vocation pseudo-universaliste, parce qu'en fait c'est toujours un faux universalisme, que l'universalisme de façade, c'est ce qu'on retrouve profondément dans le national-socialisme. Certes, un universalisme à vocation, pour certains, les Aryens, la race supérieure, mais un universalisme tout de même. Mathieu, pour un nationalisme du XXIe siècle, qu'est-ce que ces premiers éléments vous évoquent comme réflexion ? Je rebondirai, Monsieur K, sur votre propos préliminaire. Vous faisiez la distinction entre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme ne permet plus de séparer suffisamment les alliés des adversaires, puisque certains thèmes du nationalisme ont été versés par clientélisme au sein de la droite d'affaires que nous avons pu déjà décrire et de toutes ces trahisons. Et certains, sous couvert de patriotisme, ont repris des concepts inhérents au nationalisme. Donc aujourd'hui, le patriotisme est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Et il ne permet pas de distinguer ceux qui sont les alliés de leur peuple ou ceux qui ne le sont pas. Un Henri Guénaud se dit patriote, l'est sans doute, aime sans doute la terre de ses pères, mais n'est pas un nationaliste. Il en va de même pour beaucoup d'autres. Je prends Guénaud parce on peut penser aussi à une certaine politique sarkozyste qui a voulu faire de l'identité nationale, des couleurs du drapeau,
des droitards patriotards qui gueulent dès qu'on brûle un drapeau à l'issue d'un match, un drapeau français à l'issue d'un match France-Algérie par exemple, et qui font leur chou gras de ce genre d'incident. Mais en fait, ce que vous voulez dire, Mathieu, c'est que le patriotisme, en fait, c'est une manière de dire, d'envoyer des clins d'œil à un certain électorat, mais sans vraiment assumer, quoi. Oui, non mais Sans être conséquent. Le patriotisme n'en reste pas pour autant. On n'est pas moins nécessaire. Mais c'est un sentiment qui a été galvaudé par certains, mais c'est un sentiment et qui en fait se gargarise autour de symboles qui sont importants, mais qui ne sont encore là pas suffisants. C'est-à-dire que le fait de brûler un drapeau après un match, je trouve ça tout à fait condamnable, mais c'est de l'ordre du symbole. Ça n'est pas ce qui, objectivement, permet la vie bonne. La vie bonne, c'est la nation qui le permet. C'est pas parce qu'on est un Algérien et qu'on ne brûle pas un drapeau français à l'issue d'un match France-Algérie qu'on est un bon patriote. Ça ne suffira peut-être pas. Ça ne suffira sûrement pas. Quant à vous, Chinois, si je vous évoque pour un nationaliste du XXIe siècle, à l'issue de ces quelques premières réflexions, quel est votre premier commentaire ? C'est un nationalisme qui est foncièrement antilibéral. Foncièrement antilibéral, en plus, c'est un nationalisme qui va s'opposer à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que nous défendons les frontières. C'est un nationalisme qui va bien sûr être un retour aux racines, à l'identité, à ces identités charnelles. Un nationalisme qui va forcément prendre en compte tout ce que l'expérience et la tradition, à travers cet empirisme organisateur, a pu nous montrer de mieux. Et aussi, c'est un nationalisme qui va prendre en compte un phénomène très intéressant qui est celui des nouvelles féodalités. Parce qu'on est nationaliste, on va prendre en compte la création de ces communes qui sont si chères à nos cœurs. Pourquoi ? Puisque localisme, identité, mise en avant de la communauté. Oui, c'est-à-dire que c'est un nationalisme qui serait, d'une certaine façon, enrichi par les réflexions de la postmodernité sur la question, par exemple, du localisme, donc des micro-frontières à l'intérieur de la frontière nationale, d'autres, sinon frontières, en tout cas d'autres césures, d'autres marqueurs, d'autres identifications qui permettent de distinguer les territoires entre eux, d'y développer des activités de proximité, éviter les transports, éviter l'impact environnemental et également la mainmise de la superstructure, c'est-à-dire, là je pense immédiatement aux travaux de nos camarades, je les appelle ainsi bien volontiers, nos camarades du Comité Invisible, du groupe Tikkun, auteur de À nos amis, qui disait « Le pouvoir et logistique, bloquons tout ». N'est-ce pas conséquent de proposer immédiatement une réorganisation du territoire sur une base localiste, ces nouvelles féodalités dont vous parliez chinois, sur une base en fait de poupée russe, et qui donc est chapeautée par cette idée nationale. C'est-à-dire que ce qui vaut au niveau national vaudrait aussi au niveau provincial, au niveau même du canton, comme disait Maurice Bardèche très joliment dans Sparte et les sudistes. Alexandra Praval. Oui, l'idée des poupées russes est absolument passionnante et intéressante. Je la trouve néanmoins dangereuse. 2-3 mots de réflexion sur justement le nationalisme. Il se construit en France parce que la France est la plus vieille des nations. Le nationalisme est typiquement français. Nous sommes le pays du nationalisme parce que nous sommes la nation par excellence. La France est la nation. C'est ce que disaient d'ailleurs les Allemands. Quand ils parlaient de la grosse nation, oui, la grande nation, ils parlaient évidemment de la France. Parce que l'Allemagne n'est pas une nation. L'Allemagne est une race, l'Allemagne est un empire, l'Allemagne est une culture, comme vous voulez. Ce n'est pas une nation comme la France l'est. Pourquoi ? Parce que la France, justement, c'est cette construction politique issue de la naissance. C'est ça la nation. C'est une construction politique dont l'origine est liée à la naissance de ses membres. C'est ça, fondamentalement, la nation. Rappelons quand même à nos amis, camarades auditeurs, la définition de Jacques Bainville. Une nation, c'est un ensemble de familles qui y vivent. Quelle magnifique, sublime, indépassable définition de la nation. Ça veut dire que la nation est organique, c'est une communauté politique organique liée à la naissance. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je voudrais dire un mot sur les nouvelles féodalités et sur la frontière. D'où vient cette question de frontière en France, la grande nation ? Elle est essentiellement héritée de la pensée du précaré et qui a été développée essentiellement par quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Vauban. Vauban, ministre de Louis XIV, le grand roi, le roi soleil, Louis le Grand, qui décide que la France ne doit plus être défendue comme au jeu de Go
par une succession de forteresses internes, justement, qui sont l'occasion de la défense de toutes ces micro-féodalités, qui sont autant de rochelles potentielles pour les protestants. On se dit non, nous ne voulons pas de féodalité à l'intérieur, nous devons repousser la défense nationale aux frontières, aux limites, aux limesses du précaré, c'est-à-dire aux frontières, selon tout un jeu de fortification, donc les fameuses fortifications Vauban. Vauban est l'inventeur, certes, des forteresses que l'on connaît tous, mais surtout du système de défense stratégique, système de défense qui continuera, qui perdure jusqu'à la ligne Maginot, mais surtout jusqu'à la doctrine galloise de la représaille nucléaire, c'est-à-dire vous touchez 1 centimètre de notre sol, de notre territoire national, vous êtes vitrifié par l'arme atomique. C'est toujours la même réflexion, mais cela signifie qu'au milieu, la France devient un vide stratégique défendu uniquement par une frontière. Aujourd'hui, l'Europe repousse les frontières, mais abandonne les frontières. Il y a donc un grand vide, et ce grand vide est peuplé aujourd'hui par des migrants, par des mafias. Ces mafias aussi sont les nouvelles féodalités. Nous défendrons, nous, de nouvelles féodalités, mais qui seraient concurrentes de celles qui existent déjà sur le territoire national aujourd'hui. C'est là toute la complexité du sujet du nationalisme au XXIe siècle, parce qu'il y a des réalités immenses, transnationales, internationales, intranationales, de puissances qui sont étrangères à la France et qui sont implantées sur le territoire. C'est là tout l'enjeu. Mathieu. Alexandre Apreval disait à l'instant utiliser des superlatifs pour définir ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde au XXIe siècle. Et j'en reviens donc aux définitions que nous donnions chacun d'entre nous au nationalisme du XXIe siècle. Il prend justement le contre-pied de ces superlatifs, puisqu'il est, à mon sens, l'apologie de la limite. La limite, Alexandre Apreval parlait de Limès, parlait de Vauban, mais donc c'est la limite en termes de territoire, en termes de population, en termes d'économie, en termes d'ambition, en termes de culture, en termes d'histoire. Voilà ce qu'est le nationalisme du XXIe siècle. Il est l'allégorie de la limite. C'est ce qui, à mon avis, à mon sens, définit notre nationalisme, celui de notre siècle. C'est la limite dans tout ce qu'il est possible d'imaginer, puisqu'aujourd'hui nous vivons dans un monde sans limites, sans frontières, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la population, de la famille, il n'y a plus de limites. Voilà. Le nationalisme, c'est la limite. Cela me fait penser, Mathieu, à certaines réflexions que nous avions eues hors du micro. On évoquait le cas de la Norvège, je crois, pour prendre cet exemple. On se disait que finalement les Norvégiens vivaient assez heureux, qu'ils n'étaient pas une puissance mondiale, ce qui est quand même aussi une responsabilité. Et que nous sommes, nationalistes français, tout à fait disposés à assumer. Mais enfin, on se disait que la puissance n'était pas forcément une ambition illimitée. Et que, par exemple, aller chercher des renforts en Afrique noire, au Maghreb ou ailleurs, pour combler les rangs en 14-18, ou aujourd'hui, par les biais de l'immigration, pour combler les usines, pour combler les natalités et autres, est souvent un calcul de nos élites traîtresses, mais qu'en réalité, nous serions très heureux à 40 millions de Français. Et la puissance telle que nous la promouvons, nous, ne signifie pas impérialisme sur les nations voisines, ni non plus ambition illimitée dans le monde. Et on en revient à ce que nous disions tout à l'heure au sujet de la différence entre le patriotisme et le nationalisme, c'est qu'un patriote n'a pas forcément ancré à lui cette notion de limite. Puisqu'il est patriote, c'est parfois un peu la folie des sentiments, donc nous devons être plus puissants que le voisin, et vous le disiez tout à l'heure, le patriotisme est un sentiment qui est souvent révélé en temps de guerre, alors que le nationalisme est factuel, le nationalisme est froid. Le nationalisme n'a cure de la puissance à outrance. Je n'en ai cure, et il est nécessaire que la France ait une puissance, et qu'elle rayonne aussi pour montrer l'exemple à certains autres, comme elle a pu le faire par le passé, comme j'espère elle le fera demain, et aujourd'hui d'autres nations nous donnent l'exemple, mais la puissance pour la puissance n'a pas d'intérêt pour la nation. La course à la puissance ne sert à rien. La course à la puissance, en tout cas, sans limite, Julien. Oui. Non, mais c'est bien ce que je veux dire par la course, c'est la fuite en avant
qui est celle d'aujourd'hui, de réintégrer l'OTAN pour nous donner une impression de puissance, de nous dire que l'Union européenne va décupler notre puissance. Premièrement, dans les deux cas, c'est faux. Et même si ça avait été vrai, quels sont les sacrifices que nous devons faire pour cette puissance? Je ne pense pas qu'ils en vaillent le coup. Julien. Oui, je voulais revenir un peu sur les définitions de la nation. Le mot nation vient du latin natus, ce qui est né. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la distinction entre le nationalisme allemand et le nationalisme français. Ce sont deux choses très différentes, en fait. Le nationalisme allemand, Alexandre Apreval le disait tout à l'heure, est un nationalisme de race et de culture, et donc il peut très bien s'accommoder de cartes différentes. Quand on regarde la carte de l'Allemagne, qui est en fait la carte de la Prusse, c'est quelque chose de très mouvant. Au milieu d'un continent qui a été beaucoup vers l'Est, qui s'est ensuite recentré vers l'Ouest. Et ce qui est intéressant dans l'histoire allemande, c'est justement cette opposition perpétuelle entre l'Empire, qui est, à mon sens, la vraie nation allemande, celle de la race, celle de l'Empire, de la culture allemande, qui est toujours opposée à la République, qui est en fait la République des Lumières, issue justement de la Révolution française et de Napoléon, qui est progressiste comme on l'aime tous à ce micro, vous l'aurez compris, et qui n'a rien à voir justement avec le nationalisme français, qui est celui du précaré, qui est celui... Alors, effectivement, il y a un socle racial, mais qui est déjà composé entre les Basques, les Alsaciens, les Bretons, etc. Les Catalans. Tous les autres que je n'ai pas cités, qui est un composé de régions, avec déjà une identité et une structure forte. Il n'y a pas d'international nationaliste. Il y a une nation française qui est unique au rang de toutes les autres nations, du fait, Alexandre Apreval le disait, de sa construction historique à partir de la couronne de France et jusqu'au précaré et aux frontières actuelles de la France que l'on connaît, mais qui sont déjà extrêmement anciennes. Et il y a d'autres nations, la nation prussienne dont je parlais à l'instant, d'autres nations, la nation polonaise, pour laquelle j'ai un certain faible, mais qui est une nation qui elle aussi a eu une histoire compliquée avec son État, très mouvant quant à ses frontières, et qui était une nation sans État pendant longtemps. Exactement, qui est une nation au sens moderne du terme, de très récemment. Alors quand vous dites que la nation française est une nation unique en son espèce, vous ne voulez pas dire par là qu'elle serait exceptionnelle et que ce serait encore une exception française qui nous mettrait hors et au-dessus des autres nations. Vous voulez dire par là, un peu comme le dit parfois Finkielkraut au micro des masses médias, que être français, c'est une manière particulière d'être au monde, c'est une chose qui nous est particulière, mais ça ne veut pas dire que ce soit meilleur ou pire que les autres. C'est juste comme cela, parce que c'est le fruit d'une histoire, de mœurs, d'un climat, et c'est en ce sens que le modèle français n'est pas un modèle forcément exportable, à la différence de ce qui s'est passé avec l'aventure napoléonienne. Évidemment, et c'est aussi le fruit d'une volonté politique. Et ça me paraît extrêmement important. Mathieu. Mais ce que vous disiez là, Monsieur K, est en fait la règle pour toutes les nations. C'est la règle des nations. Ce n'est pas une exception française, comme vous le disiez. C'est la règle des nations, justement, cette exception des nations, dans leur construction, dans leur essence même. La nation italienne, plus jeune que la nôtre, n'en est pas moins valable. Elle est simplement différente dans son essence, dans sa construction. Et c'est justement la limite entre les Italiens et nous, entre les Espagnols et nous, que ce qui nous rassemble. Et la nation française est composite, mais à un certain point, il y a une limite qui différencie un Basque français d'un Basque espagnol. Et ça n'est pas simplement les Pyrénées qui les différencient. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire que sans international nationaliste, tous nationalistes conséquents se doit de respecter, soutenir, encourager tous les combats nationaux authentiques et légitimes. Je ne parle pas ici du séparatisme, on en dira un mot tout à l'heure, du séparatisme corse ou du séparatisme de l'Italie du Nord ou du séparatisme catalan. Mais enfin, toute nation authentique qui aujourd'hui est privée d'État doit pouvoir trouver dans tous les autres nationalistes du monde un soutien au moins théorique. Chinois. J'aimerais tordre le cou à une idée reçue aujourd'hui qui est celle du vouloir vivre ensemble, celle qui est développée par tous les bobos cosmopolites dépressifs, qui ne comprennent pas et qui n'ont jamais lu le texte d'Ernest Renan « Qu'est-ce qu'une nation ?» C'est de dire que finalement c'est un composé de cette région, un composé qui est
historique, un composé qui est traditionnel et empirique. Et ça n'a absolument aucun rapport avec ce vouloir vivre ensemble. Je ne veux pas vivre avec ces clandestins migrants, je n'ai aucun rapport avec eux. Je veux vivre avec des Basques, avec des Corses, avec des Bretons, parce que l'histoire, la tradition montre que ça fonctionne, et parce que nous voulons vivre ensemble dans une communauté organique. Pour répondre, je crois que cette expression de Renan a été, comme vous le disiez, chinois, très mal comprise, et qu'elle est un peu malheureuse, parce qu'elle fait du fait national un fait volontaire et contractuel, alors qu'en réalité c'est évidemment une figure littéraire, il s'agit d'une image, d'une comparaison. Alexandre. Oui, je trépigne, pardon. Parce que nous sommes là au cœur du sujet. Renan, déjà, lui-même, parle de volonté après avoir dit que la nation était un héritage. La volonté est pour l'avenir, mais le postulat, c'est l'héritage. Tout dans la nation est dans le fait de naissance. Comme l'avait rappelé Boutan, un grand penseur du XXe siècle, Pierre Boutan, élève de Charles Maurras, élève, disciple, repreneur de l'Action française après la Seconde Guerre mondiale, a développé longuement et puissamment cette thèse qui, selon moi, est fondamentale. Pourquoi ? C'est simple. La naissance, c'est le fait fondamental de l'homme. Certes, la naissance est hasardeuse, mais la politique est hasardeuse. Nos communautés naturelles sont hasardeuses. Pourtant, ce hasard-là est déterminant de nos solidarités politiques. La vie de l'homme est gouvernée par deux faits irrémédiables et universels, la naissance et la mort. La naissance est le fait politique par excellence parce qu'il nous immerge immédiatement dans une communauté politique, la nation, et parce qu'il nous donne un corps. La naissance nous donne un corps. Et que rien n'est plus politique que le corps, parce que c'est physique. Pourquoi ? Parce que si je veux prendre votre place, soit je dois être d'accord avec vous, soit je dois vous faire l'amour, soit je dois vous tuer. C'est très simple. En revanche, l'autre fait, la mort, est, comme disait Heidegger, l'homme est un être pour la mort, et celui qui gouverne toute la vie spirituelle de l'homme, parce qu'il doit faire son salut pour aller dans l'au-delà, au paradis. Nous, moi en tout cas catholique, je crois, pour mon âme, je souhaite le paradis, mais ce n'est pas un fait politique, c'est un fait individuel, qui relève de ma propre personne et non pas du groupe. Or, c'est la naissance qui ordonne la vie au groupe. Mathieu ? Vous avez raison de citer ces deux moments comme étant les moments clés, les pièces maîtresses de la vie, que sont la naissance et la mort. Pour ma part, la naissance est le symbole justement de l'immersion dans cette communauté politique dont vous parliez, et cette communauté politique est incarnée par la nation. Et la mort est celui de la patrie. La mort est la fin du destin, le début de la postérité, et donc ce qui incarne le concept de patrie. Il faut bien distinguer, comme nous le faisions au début de cette émission, ces deux concepts qui, sans être contraires, n'ont pas moins des acceptions différentes. D'ailleurs, le Panthéon n'inscrit-il pas en son fronton aux grands hommes la patrie reconnaissante ? La patrie ne reconnaît que les morts, en fait. Parfois, on est amené à donner sa vie pour sa patrie. Je pense qu'il faut vraiment faire cette différenciation fondamentale entre la naissance, qui est le début de la vie politique, donc celui de la nation, de l'ordre du rationnel, et dans l'ordre du spirituel, la mort, qui est là celui de la patrie. Moi, je suis catholique. Il y a bien une communauté catholique internationale. Mais cette communauté-là n'est pas politique. Au-delà de la nation, point de communauté valable. Il faut revenir absolument en permanence sur cette différenciation. La seule communauté valable en dernière instance politiquement, c'est la nation. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'international des nationalistes. Et je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur K. Les nationaux français ne doivent pas se sentir solidaires des nationaux d'autres nations pour la bonne et simple raison que ces nations-là ne sont pas incarnées par un État comme en France, et surtout peuvent être des ennemis, des adversaires de la France pour des raisons de géopolitique, d'intérêts économiques, guerriers, militaires et autres. Donc, certes, j'aurais plus de sympathie pour un nationaliste
d'un autre pays que pour un internationaliste d'un autre pays, je suis bien d'accord avec vous, mais ce n'est pas automatique que je vais accorder mon amitié politique à un autre nationaliste pour la bonne et simple raison qu'il va pouvoir demain être mon adversaire. Non, la seule chose que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas dans un impérialisme. Nous parlions d'humilité, et en ce sens, nous sommes pour les diversités humaines, et en ce sens, nous sommes heureux qu'il y ait d'autres hommes qui essayent de vivre Il est leurs heureux. différences Il est heureux, oui. avec une certaine plénitude. Oui, et vous avez totalement raison. La naissance, c'est la différence. La naissance, c'est la différence. À quel titre, de quel droit faisons-nous une différence entre nous et les autres? Par le droit de naissance. C'est aussi simple que ça. C'est aussi arbitraire que ça. Pourquoi un Érythréen, un Soudanais, un Syrien n'a pas les mêmes droits qu'un Français en France? C'est parce qu'il n'est pas né en France, parce qu'il n'est pas né de parents français. Point. Barre. Mathieu? Et parce qu'il a une nation à lui qui n'est pas la nôtre. Oui, mais même s'il Et n'en dans- avait pas, Oui, même mais- s'il était apatride, etc., il n'aurait pas plus de droits. Certainement, mais nous n'avons pas de nation de rechange, pas de patrie de rechange, et la nôtre, elle est ici, et nous entendons bien la défendre. Simplement, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Alexandra Proval, au sujet d'une éventuelle alliance des nationalistes. Vous faites bien de faire la distinction, il n'y a pas d'alliance béate, simplement, puisque justement vous rappeliez que certains nationalistes pourraient être ou pourront être nos adversaires, mais aujourd'hui, dans cette lutte contre les empires qui nous gouvernent et contre lesquels nous entendons nous dresser, les nationalistes des autres nations européennes sont nos alliés objectifs. Et en dehors de ce que disait Monsieur K, où il a raison de dire que nous devons nous réjouir que d'autres entendent vivre pleinement leur identité et donc faire vivre leur nation, nous devons aussi nous réjouir d'avoir des alliés objectifs au-delà de nos frontières, de nos limites, oui, qui mènent le même combat et avec qui nous avons des objectifs et des intérêts communs aujourd'hui. Peut-être Un ennemi commun, au moins. oui, le un mondialisme. ennemi, oui, un ennemi commun. Donc, notre intérêt est d'abattre cet ennemi commun. Peut-être que demain, les choses seront différentes et que nous serons adversaires. Je ne pense pas que nous pourrions être ennemis. Nous pourrions être adversaires. Donc il n'y a pas ni d'alliance béate, ni de détestation primaire, je pense, à avoir vis-à-vis. Et je ne dis pas que c'est ce que vous disiez, Alexandre Preval, mais j'entendais juste là faire une précision sur le cas des autres nationalismes. Et j'entends ajouter moi-même une précision. Évidemment, quand je dis les nationalistes des autres pays, j'entends nationalistes comme régime au pouvoir. Je n'entends pas des camarades nationalistes qui portent dans leur pays la cause nationale d'indépendance, de retour justement à ses frontières, à ses limites que nous cherchons. Évidemment, nous sommes de tout cœur avec nos camarades européens qui, dans leur propre pays, luttent contre les mêmes phénomènes internationalistes, mondialistes, de destruction des nations, des traditions, par l'immigration de masse, par le règne de l'argent, par la destruction des valeurs, des traditions. Évidemment, je rassure les auditeurs de Fréquence Orage d'Acier, il s'agit là d'une critique politique que je faisais au sens de politique entre États. En résumé, sur cette question du soutien ou non à des nationalistes étrangers, on peut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui combattent le mondialisme, où qu'ils soient, sont nos alliés objectifs. Ceux qui combattent l'Union européenne, ceux qui combattent l'OTAN, ceux qui combattent la mainmise américaine, ceux qui combattent la mainmise soviétique ou post-soviétique dans leur nation, ceux qui combattent le TAFTA sont nos alliés, ceux qui combattent l'impérialisme, quel qu'il soit, islamiste, capitaliste, socialiste, mondialiste, sont tous des combattants de la cause, que tous ceux qui sont contre le TAFTA, contre l'OTAN, contre l'Union européenne, contre le mondialisme, contre l'immigrationnisme, sont des alliés objectifs, et que même au-delà des frontières de l'Europe, tous les patriotes, tous les nationalistes conscients qui se battent pour un État où la justice sociale sera instaurée, où l'indépendance nationale sera assurée, sont tous des combattants dans la même cause, mais chacun chez lui. Et il ne peut y avoir d'international nationaliste. Et c'est toujours très compliqué d'ailleurs d'organiser des rencontres avec des patriotes d'autres pays, parce qu'il y a toujours d'abord des micro-conflits de frontières ou historiques ou parfois de préséances qui divisent et ruinent ce genre d'initiative, mais surtout parce que chacun en fait ne voudrait s'occuper que de ses affaires à lui. Et j'ai envie de dire charbonnier, maître chez lui, et c'est bien ainsi. Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Nous allons passer à la pause musicale. Chers camarades, vous allez écouter Vantanstahl, l'ennemi mortel, à son siège à Bruxelles. L'ennemi juré. L'ennemi juré. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles déclare la guerre à l'Europe. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles déclare la guerre à l'Europe. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles déclare la guerre à l'Europe. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. L'ennemi mortel. L'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. De l'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi mortel. De l'Europe a son siège aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles déclare la guerre à l'Europe. Pourquoi un nationalisme pour le XXIe siècle ? Parce que nous qui sommes des militants de la révolution conservatrice, nous sommes les tenants de la justice sociale d'une part et de l'émancipation humaine de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il faut garantir à la fois aux nations, à tous les corps intermédiaires, aux familles et aux personnes les moyens de se réaliser. Or, pour se réaliser, il faut pouvoir se gouverner. Se gouverner individuellement, personnellement, c'est reprendre le contrôle de nos vies contre toutes les immixtions du marché, de l'État. Se gouverner, c'est aussi reprendre le contrôle de notre nation face aux immixtions de l'étranger, que ce soit l'OTAN, l'Union européenne, le TAFTA et toutes les instances supranationales qui contreviennent aux intérêts, aux mœurs, aux habitudes, au tempérament de chacune des nations qu'elles finissent par dominer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est en route, c'est la mise en place de dominations nouvelles. Depuis presque 50 ans maintenant, se mettent en place des dominations nouvelles qui consistent à soumettre soit des peuples, soit des individus, des personnes, des familles, à des logiques qui sont nuisibles. Je pense à la société de consommation pour ce qui concerne la vie familiale, la vie personnelle. Et pour ce qui concerne la vie collective, c'est des dominations, des empires nouveaux qui viennent accaparer des territoires où ils n'ont rien à faire. Je pense à la France, je pense à l'ensemble du continent européen qui a été mis sous tutelle par la puissance américaine à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et qui depuis ne cesse de s'intégrer afin de créer un marché mondial où la vie spirituelle est réduite à néant, où les différences sont arasées par les logiques du marché, et c'est contre ça que nous sommes en lutte.
un nationalisme pour le XXIe siècle, pour que les nations, qui sont des personnalités collectives, comme les personnes, puissent se développer, accomplir leur destin. Mathieu. C'est bien là l'objectif de la nation, c'est que nous partagions un destin, et cette nation qui est un rempart contre le libéralisme, contre les empires, c'est nous libérer de ces contingences pour permettre de se constituer un destin. Comme vous venez de le dire, Monsieur K, le but recherché, c'est l'émancipation. C'est quoi l'émancipation ? C'est la liberté au sens chrétien, c'est-à-dire la vie bonne, savoir vivre selon les nécessités de notre nature. Rapidement, revenons à ce qu'est la nation et en quoi elle se distingue des autres communautés et en quoi elle permet justement cette émancipation, cette liberté et cette vie bonne. Tout simplement parce que la nation est une nécessité politique. C'est une nécessité politique du fait de notre naissance. La naissance nous donne une communauté. Cette communauté-là est politique. Pourquoi cette communauté est nécessaire et pourquoi elle n'est pas dépassable ? Parce que c'est elle qui fixe les limites. C'est elle qui donne les murs et qui empêche l'invasion. C'est elle qui permet la défense de toute la communauté dans sa vie. Les plus hautes aspirations de l'homme ne sont possibles que s'il y a des murs qui empêchent la destruction de la cité où tout ce qui est beau, tout ce qui est souhaitable est créé. Et je parle même là tout simplement d'économie. Pour pouvoir faire de la farine, il faut des champs. Pour qu'il y ait des champs, il faut qu'il y ait des agriculteurs. Pour qu'il y ait des agriculteurs, il faut qu'ils puissent travailler en paix. Pour qu'ils puissent travailler en paix, il faut bien qu'il y ait des frontières, des douaniers et des forces militaires qui protègent ces dites frontières. Si vous avez des Roms qui pillent les campagnes, si vous avez des invasions de pseudo-syriens, tous noirs, ou d'eurocrates qui viennent vous confisquer vos cultures, vous n'êtes plus dans une communauté politique qui tend vers le bien commun. Pourquoi la communauté politique devrait être fondée sur la naissance et non pas sur la libre association ? C'est là la question fondamentale. Rousseau nous dit, après tout, on pourrait bien faire ce qu'on veut, faire des contrats entre nous. Il y a un contrat social. Contrat social, vous en avez tous entendu parler à l'école, personne ne l'a signé, à ce que je sache. Simplement, nous sommes liés par la naissance et non par le libre choix, pour une bonne et simple raison que l'être humain, contrairement aux autres animaux, nous avons quelque chose qui s'appelle la mémoire. Et cette mémoire se transmet de génération en génération. Nous avons donc une histoire, des traditions, et tout cela, avec le temps, se transforme en civilisation. Nous avons la mémoire de nos pères, nous avons la mémoire de nos grands-pères, et ils nous transmettent une langue, un capital, comme dirait Bourdieu. Et c'est parce qu'il y a cette mémoire que tout doit passer par la naissance en communauté politique. Effectivement, une vache ne transmet pas par la parole les acquis de ses propres parents, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents. C'est l'évidence. Même le singe, le primate, soi-disant proche de nous, ne transmet pas par la parole les acquis de ses parents, de ses grands-parents. Nous, par la naissance, le lien de la naissance, nous recevons de nos parents ce qu'ils ont reçu eux-mêmes et ce qu'ils ont augmenté par leur travail, par leur discussion et par leur production intellectuelle, manuelle et autres. C'est tout simplement parce que nous sommes des hommes, donc c'est notre nature, et que nous nous transmettons des choses via la parole et que nous dépassons notre propre temps de vie. La vie de l'homme, bon aujourd'hui disons que c'est 70-80 ans, nous dépasse largement. Nous avons des livres, des bibliothèques qui ont des siècles, nous avons des paroles qui ont des siècles, et cela fait que notre héritage est plus vaste que nous-mêmes. Et c'est cet héritage qui nous impose la communauté politique par l'arbitraire de la naissance. Et on ne peut pas, contrairement au BHL, Attalien et autres, simplement se revendiquer d'une signature ou d'un accord de volonté. Notre volonté est en deçà de notre héritage. Cette naissance dont parlait Alexandre est la limite maximale qui permet de se forger un destin par l'histoire dont il parlait, par la mémoire. Nous partageons un destin avec un Alsacien et un Basque, et c'est la limite maximale qui est fixée à cette communauté de destin, et elle est fixée
par la naissance. Alexandre le disait, et il faut le marteler, c'est le nationalisme du XXIe siècle. C'est parce que c'est le seul système qui permet de défendre cette communauté de destin maximal qu'il est possible de donner à des hommes. Oui, José Antonio Primo de Rivera disait « La nation, c'est une vocation commune dans l'universel ». Et c'est en ce sens que l'on voit bien que être d'une nation, ce n'est jamais une malédiction. On ne l'a pas choisi, on ne le mérite pas. D'ailleurs, Maurras lui-même disait « Aucune origine n'est belle ». Mais elle nous crée quasiment que des devoirs. Et si la France n'est pas la Mongolie extérieure, elle nous crée des devoirs, mais naître algérien n'est pas une malédiction non plus. Et d'une certaine façon, refuser l'appartenance à des étrangers, à notre nation, ne constitue pas une exclusion ou une discrimination. Au contraire, c'est une affirmation de la diversité humaine qui, pour nous, est une richesse absolument nécessaire parce que nier cette richesse, nier cette diversité, et cette diversité doit se faire dans la séparation, au-delà des frontières, c'est se garantir un monde gris et un cauchemar climatisé. Julien. Oui, j'ai à l'esprit depuis tout à l'heure ce dessin de Kong, je crois, des deux martiens qui voient la Terre de Mars et qui disent « Nous aussi, nous avons le droit d'être français ». C'est une démonstration par l'absurde qui montre bien que non, le monde entier ne peut pas être français parce que le monde entier est divers et c'est bien ça qui fait la richesse du monde et c'est bien ça qui légitime des frontières et donc une identité. Et si tout le monde est français, personne n'est français. C'est aussi simple que ça. Exactement. On parle du nationalisme au XXIe siècle et c'est justement bien ces limites qui font l'identité et la communauté de destin qui permettent de lutter contre tous les ennemis. Alors on finit par parler du TAFTA qui est une menace contemporaine et à la pointe du mondialisme, mais il y a aussi les attaques de l'Union européenne, les attaques de l'OTAN, de l'impérialisme américain, de l'impérialisme russe, qui n'est qu'un autre impérialisme. Et la seule protection contre toutes ces attaques et toutes ces dissolutions des identités, identité nationale, identité régionale, et même jusqu'à la famille, c'est bien la nation. Chinois. Et sur la question d'identité, c'est vraiment fondamental ce point, puisque qui dit identité dit forcément spécificité. Et c'est là encore, pour rejoindre les propos de Julien, qu'on peut dire « je suis nationaliste parce que je suis contre l'Union européenne ». Comment un Parlement, comment une Commission européenne peut légiférer sur 500 millions d'habitants alors que, on en a parlé tout à l'heure, identité, différence. Comment ces gens-là, qui vivent à milieu d'ici, peuvent légiférer et prendre en compte les spécificités de chaque nation, de chaque pays? Ce n'est pas possible. C'est là toute la force de notre combat contre l'Union européenne. Oui, c'est une utopie. On ne peut pas vivre à Porto comme à Göteborg. Les mœurs, les climats, les tempéraments sont si variés qu'on ne peut pas légiférer pour 400 millions d'habitants vus de Bruxelles. Et surtout, on ne peut pas vivre aujourd'hui à Saint-Denis comme à Paris, parce que les populations de Porto et de Göteborg sont beaucoup plus proches que celles de Saint-Denis aujourd'hui, et de Bayonne. Non mais non seulement, vous le disiez, Monsieur K, on ne peut pas vivre à Porto comme à Göteborg, mais ça n'est surtout pas souhaitable. Et c'est bien là que le nationalisme est l'arme nécessaire qui permet de lutter contre les impérialismes qui nous font croire qu'il serait souhaitable de vivre à Porto comme à Göteborg. Non, premièrement, ça n'est pas possible. Deuxièmement, ça n'est pas souhaitable, oui. Sauf si vous avez envie de vivre dans le monde gris climatisé que vous décriviez tout à l'heure, et sans saveur, sans goût, et nivelé par le bas, qui nous est proposé pour aujourd'hui et pour notre avenir. Oui, proposé par une élite mondialiste qui vit dans des halls d'aéroports, dans des hôtels, qui se ressemblent tous, de Barcelone à Singapour, à New York, à Pretoria. Et ce n'est pas possible de vivre selon le modèle d'une toute petite élite mondialiste qui passe son temps dans des avions intercontinentaux et dans des hôtels 5 étoiles. C'est justement leur projet, puisqu'ils vivent pour des raisons financières à tous les coins de la planète. C'est justement pour eux important de ne pas voir les différences, puisqu'ils n'ont plus de racines nulle part, ils veulent en avoir partout. Donc retrouver un semblant de chez soi, un peu partout dans le monde. Donc on retrouve aussi bien un McDo à Abidjan qu'à Paris, qu'à Melun ou qu'à Göteborg dont vous parliez à l'instant. Et ces gens-là
Non. Ils sont chez eux Et- partout. Il faut, à ce propos, Et surtout chez vous. il faut lire très sérieusement BHL et Attali. BHL, dans ses derniers papiers, nous expliquait que les racines, quelles qu'elles soient, sont dégoûtantes. Qu'il faut les éradiquer, qu'elles sont porteuses de mal. C'est ça qu'ils veulent détruire. Cela dit, j'ai une petite objection à soumettre aux auditeurs sur les impérialismes. Certes, la nation, en tout cas la nation française, lutte contre l'Empire depuis sa création. C'est son code génétique. Nous avons lutté contre l'Empire romain, nous avons lutté contre la papauté catholique universelle, nous avons lutté contre le Saint-Empire romain germanique. Simplement, la France est une puissance d'équilibre. Et face à un impérialisme américain dominateur, elle ne peut que souhaiter l'émergence d'un contre-empire. Non pas pour être son vassal, mais pour pouvoir jouer un coup l'un, un coup l'autre. Et être une puissance d'équilibre. Évidemment, la France n'est pas une puissance ni impériale, ni qui doit se ranger du côté de l'un ou de l'autre. Mais c'est tout son intérêt que de jouer une force contre l'autre, puis l'autre force contre l'une. Nous abordons la question, lorsqu'on parle des empires, des relations internationales, même de la géopolitique, pour être plus précis, parce que les relations internationales sont toujours un peu policées, la géopolitique, c'est les rapports de force. Il y a autour de cette table des avis divergents sur des conflits actuels, tels que celui de l'Ukraine, et nous avons délibérément choisi de ne pas l'aborder de front. Enfin, nous consacrerons sans doute une émission entière à ce sujet, peut-être plusieurs, parce que c'est un sujet clivant. Or, il nous semble à nous qu'il faut privilégier le combat près de chez nous, en bas de chez nous, pour les nôtres, dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous décourageons nos camarades à partir chercher l'aventure, que ce soit en Syrie, dans le Donbass, ou avec le bataillon Azov. Que d'autre part, nous croyons que des deux côtés de la ligne de front en Ukraine aujourd'hui, il y a des vrais patriotes, et que les priorités, malheureusement, les impératifs sont tellement importants qu'il faudrait que chacun décide d'être un peu moins romantique et de se consacrer à la lutte en bas de chez lui. Mais surtout, nous sommes tout à fait disposés à discuter, à débattre de ces choses, mais nous ne voulons pas que la discussion aille au point de la rupture, de la fâcherie, voire de la dispute. Nous voulons conserver le sens des priorités dans notre combat. Or, la priorité, c'est de combattre l'ennemi principal. L'ennemi principal, c'est le mondialisme. Pourquoi nous proposons un nationalisme pour le XXIe siècle ? Parce que nous croyons fondamentalement que l'enracinement, qu'il soit local, provincial ou national, même au niveau civilisationnel, sera la réponse pertinente aux défis du XXIe siècle, comme elle l'a été au XXe contre les totalitarismes. Le patriotisme a été la principale force de résistance au totalitarisme au XXe siècle. Elle sera la principale force de résistance aux impérialismes du XXIe. Impérialisme islamiste, impérialisme mondialiste, impérialisme capitaliste. Nous sommes dans une logique de défense des hommes et des territoires. Sur un territoire vivent des hommes. Ce territoire, ils l'ont reçu de leurs ancêtres. Cela leur crée des droits imprescriptibles, mais cela leur crée aussi des devoirs de transmettre. Notre combat n'est pas un combat mémoriel. Nous ne sommes pas là pour défendre le souvenir de nos ancêtres. Nous sommes là pour préparer l'avenir de nos enfants. C'est l'heure de la chronique. Chers auditeurs, alors que René Girard nous a quittés il y a peu de temps, je tenais à rendre hommage à son œuvre en vous lisant quelques pages de La violence et le sacré, tirées de son chapitre 7 Freud et le concept d'Oedipe. Ces pages portent sur l'indifférenciation moderne, sur la disparition des différences. Si le mouvement historique de la société moderne est la dissolution des différences, il est très analogue à tout ce qu'on a nommé ici crise sacrificielle. Et sous bien des rapports, en effet, moderne apparaît comme synonyme de crise culturelle. Il faut noter toutefois que le monde moderne réussit sans cesse à trouver des paliers d'équilibre, précaires assurément, et à des niveaux d'indifférenciation relative qui s'accompagnent de rivalités toujours plus intenses, mais jamais suffisantes pour détruire ce même monde. Les analyses des chapitres précédents donnent à penser que les sociétés primitives ne résisteraient pas à une telle situation. La violence perdrait toute mesure et déclencherait par son paroxysme même le mécanisme de l'unanimité fondatrice, restaurant du même coup
quelques systèmes fortement différenciés. Dans le monde occidental et moderne, rien de tel ne se produit jamais. L'effacement des différences se poursuit de façon graduelle et continue pour être tant bien que mal absorbé et assimilé par une communauté qui s'étend peu à peu à la planète entière. Ce n'est pas la loi, sous aucune forme concevable, qu'on peut rendre responsable des tensions et aliénations auxquelles l'homme moderne est exposé, c'est l'absence toujours plus complète de toute loi. La dénonciation perpétuelle de la loi relève d'un ressentiment typiquement moderne, c'est-à-dire d'un ressac du désir qui se heurte non à la loi, comme il le prétend, mais au modèle obstacle, dont le sujet ne veut pas reconnaître la position dominante. Plus la mimésis devient frénétique et désespérée, dans le tourbillon des modes successives, plus les hommes se refusent à reconnaître qu'ils font du modèle un obstacle et de l'obstacle un modèle. Le véritable inconscient est là, et il est évident qu'il peut se moduler de bien des manières. Ce n'est pas Freud ici qui peut servir de guide, ce n'est pas Nietzsche non plus qui réserve le ressentiment aux faibles, qui s'efforce vainement d'instaurer une différence stable entre ce ressentiment et un désir vraiment spontané, une volonté de puissance qu'il pourrait dire sienne, sans jamais percevoir dans son propre projet l'expression suprême de tout ressentiment. Mais c'est peut-être Kafka, un des rares à reconnaître dans l'absence de loi la même chose que la loi devenue folle, le vrai fardeau qui pèse sur les hommes. Une fois de plus peut-être, le meilleur guide est un de ces écrivains dont nos hommes de science dédaignent les intuitions. Au père qui n'est plus qu'un rival écrasant, le fils demande le texte de la loi, n'obtenant en réponse que des bredouillements. Si, par rapport au primitif, le patriarcal doit déjà se définir comme moindre structuration, la civilisation occidentale, à en juger par ce qui s'est passé depuis, pourrait être bien gouvernée d'un bout à l'autre de son histoire par un principe de moindre structuration ou de déstructuration que l'on peut presque comparer à une espèce de vocation. Un certain dynamisme entraîne l'Occident d'abord, puis l'humanité entière, vers un état d'indifférenciation relative jamais connu auparavant, vers une étrange sorte de non-culture ou d'anticulture que nous nommons précisément le moderne. Chers amis auditeurs, vous étiez à l'écoute de Fréquence Orage d'Acier, et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, Tu dois combattre. Ami, entends-tu le voile noir du corbeau sur les plaines? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le coup du sang. Et tes larmes, et tes larmes. Nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La faim qui nous pousse et la haine à nos trousses la misère. Et il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il fait, ce qu'il veut quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, sur les routes. Chantez, compagnons, quand la nuit, la liberté nous écoute, nous écoute.
sang, c'est l'alarme, c'est l'alarme.